Mesdames et messieurs, bonsoir. La pratique de l'interruption volontaire de grossesse continue d'être la cause de mortalité de bon nombre de jeunes filles et de femmes au Bénin. Une loi cadre en la matière a été votée courant octobre 2021. Son objectif, contribuer à l'épanouissement de la femme. Elle avait en son temps suscité des réactions de divers ordres dans la société. Aujourd'hui, loin des différentes passions et plus objectivement, jetons un regard sur l'avortement et l'épanouissement de la femme dans sa dimension socio-juridique. Pour en parler, je reçois sur ce plateau de Tribune des femmes M. Théodore Moïndé, docteur en sociologie de développement, spécialiste également des questions de changement social. Docteur, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, tout le plaisir pour moi. Je vous remercie, je remercie Linda aussi. Je crois ensemble nous allons booster la femme pour qu'il y ait un repositionnement social réel. Voilà, merci. Vous avez déjà commencé par annoncer la deuxième invitée sur ce plateau. Il s'agit bien évidemment de la doctorante en droit public. Elle s'appelle Linda Daraté. Bonsoir madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir madame, c'est moi qui vous remercie. Alors c'est parti, parlons-en. Je démarre par vous, Madame Daraté. Dites-moi, c'est quoi l'avortement? Merci, Madame, pour l'invitation et pour l'intérêt porté sur le sujet qui fait l'actualité depuis déjà quelques mois. Il faut dire qu'au Bénin, il y a une loi qui définit ce qu'on peut entendre par avortement. Il s'agit de la loi numéro 2011-26 du 9 janvier 2011 portant prévention et répression des violences faites aux femmes. Au terme de l'article 3 de cette loi, on n'entend pas avortement le fait d'employer des produits ou des substances dans le but de provoquer l'expulsion prématurée du fœtus ou plus généralement l'interruption artificielle de la grossesse. Il faut dire que l'avortement peut être spontané ou naturel. Dans ce cas, on parle généralement de fausse couche et il peut également être provoqué. Et là, on parle d'interruption volontaire de grossesse. Mais plus simplement, il faut retenir que qu'il soit l'avortement, qu'il soit provoqué ou qu'il soit naturel ou spontané, l'avortement se traduit par la perte d'un embryon ou d'un fœtus lors de la grossesse. Alors, docteur Moïdi, dites-moi, qu'est-ce qui peut amener aujourd'hui une femme ou une jeune fille, une adolescente à l'avortement? Carole, merci beaucoup. Je tiens à remercier tous ceux qui œuvrent pour le bon fonctionnement de Eden TV. Je vais essayer de me repositionner par rapport à la définition donnée par Linda. Sur le plan social, permettez que ma mère arrive à comprendre simplement que avorter, c'est supprimer une vie qui est en cours. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette suppression-là. Comme les lois, comme la société aussi l'exigent, que nous ne nous détrompions en disant c'est une mauvaise chose ou c'est une bonne chose. À la fois, on peut dire c'est une bonne chose, à la fois on peut dire c'est une mauvaise chose. Les raisons qui motivent cette façon d'agir, on peut dire simplement si le papa de Linda, je ne sais pas par quelle stratégie sociale arrive à l'engrosser, vous voyez que c'est de l'inceste. Dans ces conditions, on est obligé de supprimer la vie à cet enfant-là. Deuxième chose, lorsque l'enfant essaie de se positionner ou se repositionner autrement, et ça ne permet pas à la maman de survivre peut-être lors de l'accouchement ou bien lors de l'évolution de la grossesse, on est obligé de supprimer la vie à cet enfant-là pour pouvoir sauvegarder la mère qui a la chance ou la malchance de continuer sa vie pour donner encore autre vie, c'est-à-dire assurer la perpétuation de l'espèce humaine.
troisième volet. C'est le volet qui nous fait asseoir ici. C'est le volet purement social qui amène la femme à être plus mobile, qui amène la femme à se repositionner socialement en disant oui ou non à une grossesse qui peut malmener sa vie, qui peut couper par exemple le cursus scolaire ou le cursus académique ou bien encore le cursus professionnel. Donc, si on doit arranger ou déranger les contours, ça dépend. Parce que je ne sais pas si je suis en train de rentrer déjà dans le vif du sujet. Aujourd'hui, dans la société, il n'y a plus d'individus athées. C'est-à-dire, tout le monde a un positionnement religieux bien fixe. Ce qui fait que, de par les trois religions qui existent, c'est-à-dire les religions endogènes, le christianisme ou bien l'islam, aucune de ces religions n'accepte l'avortement. Donc, acceptons la réaction sociale. On va en revenir. Madame Daraté, dites-moi, que retenir de cette loi relative à la santé sexuelle et à la reproduction, et plus particulièrement par rapport à l'IVG ou à l'avortement? D'accord. Il faut déjà souligner qu'il y a eu une loi en 2003 qui abordait la question de l'interruption volontaire de grossesse. C'est la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003. Donc, c'est en son article 17 que cette loi abordait la question de l'interruption volontaire de grossesse, qui était autorisée sous prescription médicale dans 3 cas. Lorsque la poursuite de la grossesse met en danger la vie et la santé de la femme enceinte. Deuxième cas, lorsque la grossesse est la conséquence d'un viol ou d'une relation incestueuse. Troisième cas, lorsque l'enfant à naître est porteur d'une affection d'une particulière gravité. Voilà les 3 cas qu'on a connus depuis 2003. Mais il s'est fait qu'en cours de route, beaucoup d'événements se sont passés. On a constaté qu'il y avait plusieurs avortements clandestins qui, malheureusement, menaient à la mort de plus de 200 femmes par an, selon les chiffres du gouvernement. Donc c'est dans ce cadre-là, c'est dans ce contexte général qu'une nouvelle loi, ou en tout cas une loi modificative de la précédente, est intervenue en octobre 2021. Il s'agit de la loi numéro 2021-12 du 20 décembre 2021 qui vient modifier celle de 2003. Dans le fond, ce sont les articles 17 et 19 de la loi précédente de 2003 qui ont été modifiés. Que disent les nouvelles dispositions? Il y a un aspect qui ressort. C'est pas grand-chose, mais on va en parler. Il s'agit notamment de la distinction entre femmes enceintes majeures et femmes enceintes mineures. La nouvelle loi dit que la femme enceinte majeure peut elle-même demander l'interruption volontaire de grossesse lorsqu'elle se retrouve dans les cas que j'ai précédemment cités. Par contre, en ce qui concerne la femme enceinte mineure, ce sont ses représentants légaux qui peuvent faire la demande. Il s'agit notamment de ses parents ou le père, tuteurs. la mère ou l'auteur de la grossesse. Non. Il n'y a pas l'auteur de la grossesse. Non, les représentants légaux, le père, la mère ou d'éventuels tuteurs. Voilà. En dehors de ça, il y a un autre aspect, c'est le nouveau cas légal qui a été ajouté aux 3 précédents. Il s'agit de la situation dans laquelle il est avéré ou la femme estime que la grossesse peut provoquer ou aggraver une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale incompatible avec son intérêt ou celui de l'enfant à naître. C'est autour de ce cas-là qu'ont été développées d'autres dispositions. Il s'agit notamment d'un délai de temps qui est de 12 semaines d'aménorrhée, au-delà desquelles la femme ne peut pas avoir
recours à l'interruption volontaire de grossesse. Bon, on va laisser les médecins peut-être expliquer ce qu'on entend par 12 semaines d'aménorrhée. Ils sont mieux placés pour nous en parler. En dehors de ça, la nouvelle loi dit donc que l'IVG peut être autorisée à la demande de la femme enceinte, une demande qu'elle adresse à un médecin ou alors à un assistant social. Il s'agit donc de deux personnes extérieures qui interviennent dans ce processus, le médecin ou l'assistant social. Qui porte la voix de la femme. Oui, qui dirige la femme. Le médecin donne l'autorisation, l'assistant social, lui, il réfère la femme vers une structure sanitaire publique ou privée compétente pour pratiquer l'interruption volontaire de grossesse. C'est ce que dit la loi. Maintenant, il y a une dernière spécification au niveau de la question de la minorité ou de la majorité de la femme. L'IVG, dans le cas nouveau qui concerne la situation de détresse matérielle, professionnelle, etc., peut être directement demandé par la femme enceinte majeure sans problème à son médecin ou à un assistant social. Alors que la femme enceinte mineure ou sous curatelle, c'est-à-dire qui est placée sous la responsabilité de personnes, bien qu'étant majeure, doit passer par ces personnes-là pour avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse. Il y a une autre situation qui a été relevée par la loi, c'est qu'il peut arriver que les représentants légaux de la personne mineure enceinte, de la femme enceinte mineure, ne s'entendent pas. Il peut arriver que le père et la mère soient d'avis divergents sur la question. Dans ce cas, il se réfère à l'assistance sociale qui lui constate qu'il y a cette divergence, cette incompréhension. Voilà, et saisit un juge, le juge des tutelles qui statuera sur la question. Monsieur Moïné, voilà ce qui est clair par rapport aux conditions dans lesquelles la femme aujourd'hui peut décider d'avorter. Dites-nous, quelle lecture faites-vous de ces conditions-là en tant que sociologue? Carole, quand elle prenait la parole tout à l'heure, j'ai vu votre réaction, vous avez parlé de l'auteur. En fait, c'est le nœud même qui suscite les réactions dans la société. Comment se fait-il que sur consentement, je m'entends avec Linda, nous avons posé l'acte ensemble, on a essayé de s'entendre sur tous les points. Mais quand la grossesse survient, c'est tout comme si je suis effacé, je suis supprimé. Vous voyez, les réactions dans la société s'expliquent par ce goulot d'étranglement-là. Sinon, comment se fait-il que l'auteur est occulté, l'auteur est enlevé? Dans ces conditions, la lecture simple à faire, c'est de comprendre que, d'accord, nous sommes en train de parler de la promotion de la femme. La femme doit évoluer, l'égalité, équité, équilibre, tout ça, le système des 3 E. On n'est jamais contre. Mais aller supprimer totalement l'auteur, vous voyez, à tout moment, ça peut susciter une sorte de pagaille au niveau de l'homme comme au niveau de la femme. Je me situe. Premièrement, au niveau de la femme, ça veut dire que je peux contracter la grossesse à tout moment et enlever comme je veux. Là, est-ce qu'on n'évolue pas vers une sorte de débauche sexuelle? La société est en train d'analyser, nous sommes en train d'analyser. Au niveau de l'homme, dans ces conditions, si lui, il est seulement enceinteur, si le mot existe, s'il est là seulement pour engrosser la femme, et finalement, il ne sait plus la suite, il ne comprend, ça l'amène aussi à abuser du sexe comme il veut parce que, à la fin, on se retrouve face à une sorte d'irresponsabilisation ou bien une sorte de déresponsabilisation, c'est-à-dire quoi? La femme avec qui nous avons partagé le plaisir sexuel à un moment donné ne m'informe de rien et agit à son gré. Ça avantage la femme parce qu'elle peut continuer sa vie, elle peut aller à l'école, peut continuer sa vie professionnelle, elle peut aller faire tout ainsi de suite. Mais le revers est là. En continuant comme ça,
Demain, il peut avoir problème de conception lorsqu'elle sera prête pour pouvoir faire chose. De mon côté, je me retrouve aussi sur un bon terrain fertile de débauche à telle enseigne que si c'est jouir seulement du plaisir, je m'en vais, je continue. Quel genre d'acteur social nous sommes en train de vouloir former lorsque l'auteur n'est responsable de rien? On ne l'associe ni de près ni de loin. Selon moi, les 3 cas ou 4 qui sont valides sont les suivants. Lorsqu'il y a l'inceste, lorsque la vie de la femme ou bien de l'enfant est en jeu, lorsque, par exemple, l'enfant étale une sorte de gène létal et susceptible de ne pas l'amener à être un enfant normal. Et quand nous revenons sur ce terrain, il faut comprendre que la religion, et particulièrement nos religions endogènes, évoquent les enfants Tohosu, qui peuvent amener la richesse. Je suis dans un laboratoire qui parle bel et bien de la religion. Donc, en évoquant la richesse, en supprimant la vie à l'enfant comme ça, vous êtes d'accord que ça peut être objet de la pauvreté continue de la femme toute sa vie durant. Toute sa vie durant. Cerise sur le gâteau, elle ne va plus jamais concevoir, elle peut avoir des millions, des milliards, mais à un moment donné, il y aura un problème. Donc, vous voyez, la société a ses règles. Dire qu'on va effacer totalement la femme, tout à l'heure, en votre absence, j'ai demandé à Linda, quand on dit tribune de la femme, est-ce qu'il y a femme sans homme? Tout se négocie dans la société. C'est ce qui justifie la présence d'un homme souvent sur ce plateau. Je suis très content. Je suis très content de ça, mais il faut savoir que sans homme, la femme ne peut évoluer, sans l'homme, et sans la femme aussi, l'homme ne peut évoluer. C'est une complémentarité. Et vouloir supprimer totalement, parce que c'est un jeu social, l'égalité, légitimité. Dans ces conditions, je demande à toutes les femmes qui nous écoutent, effectivement, si la grossesse arrive, si l'homme est inconnu, c'est-à-dire lorsqu'on se retrouve dans un cas où il y a viol, je ne connais l'homme ni d'Adam ni d'Ève, on peut agir de la sorte. Dans le cas contraire, veuillez bien informer l'auteur, que ce soit un riche, un pauvre, un dément ou un débile, ainsi de suite. Il faut l'informer pour que son consentement puisse participer. Voilà les réticences de la société, Madame Daraté. En tant que juriste, qu'est-ce qui justifie toutes ces réticences au niveau de la société aujourd'hui? Oh, je pense que les résistances sont nombreuses et les raisons également qui les sous-tendent sont nombreuses. Et il y a les pesanteurs socio-culturelles, il y a le rôle qu'on attribue à la femme on la voit comme une personne qui porte la vie et non qui l'ôte, qui protège la vie. Par conséquent, on ne conçoit pas ou on conçoit mal que cette personne qui naturellement donne la vie soit amenée à l'ôter. Je pense qu'il y a une incompréhension totale qui fait que il y a des résistances. En dehors de ça, les hommes n'ont presque pas leur mot à dire sur la question. C'est regrettable, mais ça se justifie également parce que certains hommes font preuve d'irresponsabilité en cette matière et généralement, les femmes se retrouvent toutes seules face à des grossesses non désirées puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour toute la vie. Voilà. Est-ce que selon vous, cette loi contribue aujourd'hui réellement à l'épanouissement de la femme? Je pense qu'il n'y a pas de joie à ôter la vie. Il n'y a pas de joie à ôter la vie. On ne peut pas dire que c'est pour que les femmes s'épanouissent qu'on leur donne la possibilité d'avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse. L'objectif de cette loi est ailleurs. C'est pour réduire à néant le nombre de décès de femmes des suites des complications des avortements clandestins ou en tout cas réalisés dans des conditions non sécurisées. Je pense que c'est l'objectif principal de cette loi et elle est inscrite dans une dynamique donnée, dans la dynamique de protéger la femme. On a vu dernièrement un certain nombre de lois qui ont été votées pour atteindre cet objectif-là. C'est la protection de la femme qui est vraiment mise en avant.
Alors, docteur, selon vous, est-ce que cette loi peut vraiment contribuer à l'épanouissement de la femme? Carole, tu peux me dire que la femme n'est pas épanouie? Peut-être en se repositionnant autrement dans la société, certaines femmes peuvent se dire ne pas être épanouies. Je voudrais rebondir sur réticence et réduction là. Au fait, on ne peut pas parler de résistance, mais on va parler de réticence. Parce qu'il faut la réticence avant la résistance. Nous sommes à la phase réticence. Pourquoi? Depuis qu'on a fait fourmiller cette loi, il y a eu réaction de la société. Mais les complicités sexuelles ne manquent jamais. Les négociations sexuelles continuent. Pire encore, je crois dans la semaine ou bien la semaine passée, quelqu'un est condamné pour ça. Ça veut dire que concrètement la société demeure têtue. C'est pourquoi c'est mieux de privilégier deux choses. La toute première, la bonne négociation entre hommes et femmes qui doivent reconnaître leur position et savoir quelles dispositions prendre pour ne pas arriver au pire. Deuxième chose, après la négociation, il faut de la détermination au niveau des femmes. Si je suis déterminé, de doctorante, je veux être docteur si je suis déterminé. De journaliste, je veux monter pour être journaliste à l'international si je suis déterminé. De simple docteur, je veux être professeur titulaire émérite, ainsi de suite. Face à cette détermination, je prends mes dispositions pour pouvoir sauvegarder mes acquis sexuels, pour pouvoir sauvegarder mes acquis sociaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on ne sait pas là où on veut aller, et on va rester face à ce jeu de ping-pong qui consiste à, dans ces conditions où je ne me retrouve pas bien, je n'ai pas encore fini ma thèse, je n'ai pas encore fini ma licence, ainsi de suite, est-ce que ce n'est pas mieux que je décide d'aller sauter d'abord? Et les conséquences sont là. Les conséquences sont là. Donc la société est têtue. Ce qui est sûr, nous vivons et nous fonctionnons, nous sommes dans le dysfonctionnement avec le sexe à tout moment. Il faut savoir l'utiliser à bon escient pour qu'à la fin, hommes et femmes puissent vivre en harmonie. C'est ce que je peux vous dire. Madame Daraté, dites-moi, quelles sont les sanctions prévues en cas d'avortement clandestin aujourd'hui? Ok. Les sanctions qui sont prévues par la loi sont inscrites à l'article 519 du Code pénal et d'ailleurs l'article 19 de la loi modificative fait référence à l'article 519. Et ce qui est puni, c'est le fait de procéder à une interruption de grossesse sans habilitation ou sans qualification médicale. Il y a également le fait de tenter d'accomplir l'interruption de grossesse dans des conditions inappropriées. Pour le premier cas, la sanction est une réclusion criminelle à temps de 5 à 20 ans et une amende de 200 000 à 500 000. Lorsque la mort de la femme s'en est suivie, la peine est transformée en une réclusion criminelle à perpétuité, d'après les tests. Dans d'autres situations, lorsque ce sont des agents de la santé qui font la publicité autour de produits ou de techniques, de pratiques visant à aboutir à l'interruption volontaire de grossesse, là aussi, il y a des sanctions prévues allant de 8 jours à 1 an d'emprisonnement ou alors de 100 000 à 200 000 francs. Donc c'est l'article 519 du Code pénal qui règle ces différentes dérives en ce qui concerne l'interruption volontaire de grossesse. Pensez-vous, en tant que juriste, que ces sanctions peuvent émousser l'ardeur de ceux qui pratiquent l'avortement clandestin? Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est une manière de chercher sa puissance quotidienne et c'est des personnes qui ne sont pas habilotées qui le font. Est-ce que ça peut vraiment les dissuader? Parce qu'on parle d'un autre cas déjà la semaine passée et l'infirmier en question, après la perte de la dame, le décès de la dame, a écopé de 20 ans de prison. Je pense que la persistance de ces pratiques-là est liée à beaucoup de
on va dire, d'éléments. Et il faudra que l'État, en prenant appui sur cette nouvelle loi, mette en place les dispositions qu'il faut pour que les femmes qui désirent recourir à l'IVG puissent aller dans des structures où la sécurité est garantie. Mais on peut déplorer que lorsqu'on s'adresse à une structure sanitaire, qu'elle soit privée ou publique, il y a possibilité qu'on tombe sur un médecin qui n'est pas pour l'avortement. Il y a trop d'intermédiaires. Il faut passer par un service d'accueil. Est-ce qu'on a envie d'aller devant le service d'accueil et dire qu'on est venu faire une IVG, alors que dans d'autres centres, vous voyez une personne à l'accueil, elle sait déjà pourquoi vous êtes venu, vous n'avez pas besoin de parler. Je pense que beaucoup de femmes, pour des raisons de discrétion, parce qu'elles ont peur d'être stigmatisées, vont préférer aller dans ce genre de centres-là qui malheureusement ne sont pas souvent équipés pour faire ce genre d'intervention. Docteur, oui. Dites-nous, est-ce que ces lois répondent aux réalités socio-culturelles de notre pays? Gouverner, Montesquieu l'a bien souligné, c'est associer ou conjuguer ensemble la légalité et la légitimité. La légitimité évoque ici le social. Et ce social demande à ce que il y ait effectivement conjugaison des deux, c'est-à-dire intercompréhension entre l'homme et la femme. Revenir sur la question, je peux dire, oui, ça peut marcher. Deux conditions. La première condition, que les sanctions qui sont prononcées, vous voyez, 20 ans, ça veut dire beaucoup de choses déjà. C'est toute une vie. C'est ça. Ça veut dire que prochainement, si on amène quelqu'un vers moi pour poser ce problème, il faut passer par la voie légale. Elle a su bien le dire. Deuxième chose, si on ne sait pas faire, il peut y avoir des cas de dénonciation. Je reviens sur l'auteur. Lorsque je suis informé que je suis l'auteur de cette grossesse et je ne suis pas informé, la loi, je ne sais pas ce que la loi a dit à propos de ça. Je peux dénoncer. Cette fille-là porte ma grossesse. Mais comment se fait-il que la grossesse a disparu? Vous voyez, une sorte de jurisprudence se pointe à l'horizon à ce niveau-là. Il faut aller voir. Rapidement, est-ce que la loi prend en compte cet aspect? La loi ne dit rien par rapport à cet aspect. Vous voyez, la loi ne parle pas de... Mon repositionnement social est très bien fondé. Lorsque je me repositionne en tant qu'homme et je me vois garant d'un acte bien déterminé et on essaie de suspendre, on essaie de supprimer ou on essaie de créer un dysfonctionnement, je suis à même susceptible, capable de dire ça ne va pas. Dans ces conditions, je me plains. Parce que je ne sais pas si dans cette pauvreté ou bien dans cet état de je n'ai rien, je suis encore sur les bancs, ainsi de suite. Demain, je ne serai plus susceptible de faire un enfant. Voilà qu'on crée un boulevard pour pouvoir gérer la situation au profit de la femme. Je ne suis pas contre la femme. Je viens d'une femme, je vis avec des femmes, je suis avec vous. Je suis pleinement d'accord qu'on évoque tous les trois jeux-là. J'ai dit ça tout à l'heure, égalité, équité et l'équilibre. Mais essayez de responsabiliser, de reconnaître la position de l'homme dans ces conditions pour que demain, il ne se sente frustré. Pour que demain, il puisse dire, je suis l'auteur de telle chose et ça se passe de telle manière. Madame Daraté, dites-moi, quelle est votre appréciation? Il faut reconnaître que cette loi est confrontée à une résistance de la part de la société, on a vu, mais il se fait également que c'est au cœur de la société qu'on retrouve des femmes et des hommes qui sont pour l'avortement ou en tout cas qui l'ont déjà pratiqué au moins une fois. Donc, mon appréciation est mitigée. Il ne faut pas prendre cette loi comme une porte ouverte à tous les désordres. Il faut la prendre comme, je ne vais pas dire une chance, c'est pas une chance, mais une loi qui vient, en tout cas, porter main forte à la femme dans ses efforts pour son émancipation. Docteur, oui. Comment emmener la femme aujourd'hui qui veut réellement avorter à penser à sa sécurité et à faire l'option d'un avortement sécurisé? Une phrase simple.
très simple à comprendre, associer tous les acteurs, tous les complices, tous ceux qui sont rentrés dans le jeu à un jeu pluriel pour que, ensemble, on puisse décider de comment avorter. Parce que le jeu est là, le nœud même est là. C'est le comment avorter qui est le problème. Et dans ce comment avorter, je demande à ce que ça forme un système. Et dans ce système, que tous les acteurs soient présents et ils fonctionnent. C'est-à-dire hommes, femmes, et si possible, tous les collatéraux, parents, ainsi de suite, d'alliance comme parents de... tous ceux qui forment la relation de parenté. Dans le cas contraire, en voulant chercher la sécurité, on se retrouve dans l'insécurité, soit au présent ou dans le futur. Et dans ces conditions, si on ne sait pas faire, on va fabriquer des femmes dans la société qui vont se dire, le passé m'a déçu, le présent me dégoûte et l'avenir me fait peur. Parce que j'ai mal géré le présent et je me vois déjà en déphasage avec le passé déjà et le futur est toujours problématique. On se pose plusieurs questions. Pour bien sécuriser, il faut un jeu commun de tous les acteurs qui entrent dans le processus de l'avortement ou bien même le processus de la grossesse jusqu'à l'avortement. Et interrompre volontairement une grossesse, j'ai eu à le souligner au départ, je le martèle, a beaucoup de conséquences négatives que positives, au niveau de la femme comme au niveau de l'homme et au niveau de la société. Toutes trois que nous sommes ici, nous devons comprendre, nous ne sommes pas nés dans les mêmes conditions et pas toujours dans de bonnes conditions. Dans ces conditions, ce n'est pas ce présent-là qui va faire que, comme je veux faire une thèse, comme je veux faire une maîtrise, comme je veux faire ceci, là, je suis obligé d'interrompre d'abord. Et si je fais d'abord et je continue? C'est ça. Les gens sont présidents de la République, les gens sont ministres, les gens sont de haut cadre dans ce pays ou bien des opérateurs économiques de haut rang qui sont nés dans, je ne veux pas dire la pauvreté, dans la pure misère. Mais aujourd'hui, ils deviennent des baobabs. Donc on ne va pas toujours tenir compte du présent pour agir. Il faut réfléchir sur le futur. La consigne à donner à tous ceux qui se retrouvent sur ce terrain de je vais avorter ou non. Rentrez en vous-même et analysez la situation et voir concrètement est-ce que je ne vais pas mettre l'enfant au monde. C'est-à-dire ce que je veux dire concrètement, il faut privilégier la vie de l'enfant que de chercher à supprimer sa vie. Madame Daraté, comment amener la population à appréhender le choix de l'avortement sécurisé? À mon avis, il faut penser à une réelle sensibilisation autour de cette loi. On ne pourra pas faire en sorte que tout le monde y adhère, mais il faut soulever le fait que, de toutes les manières, des Béninoises ont recours à l'avortement. Autant que cela se fasse dans des conditions qui permettent de sauver leur vie et de leur éviter éventuellement des dommages du point de vue de la santé, du point de vue de la santé de leurs organes reproducteurs. Docteur, ne pensez-vous pas que la stigmatisation que ces femmes subissent dans notre société fait qu'aujourd'hui, la femme n'arrive pas à prendre la bonne décision? Carole, il faut comprendre quelque chose. La décision par rapport à cette loi, la femme peut interrompre volontairement, ainsi de suite. Tout le monde, nous sommes d'accord. Il n'y a pas de problème. Vous avez posé une question tout à l'heure par rapport à la sensibilisation. Il faut me retourner cette question, je vais rebondir là-dessus. Pourquoi? Ce n'est pas une affaire de sensibilisation, mais c'est une affaire de négociation. Vous voyez, tel que la loi est votée, à noter d'abord, voter, et puis tout est bien comme ça, il y a déjà des cas de réticence. Dans ces conditions, lorsqu'on veut parler de ça là, à côté de ma mère au village, de mon père, de mon oncle, ainsi de suite, vous voyez ce que ça donne.
déjà il y a problème. Je vais vous demander de me reposer votre dernière question. Parce que je suis obligé de revenir. Ce n'est pas sensibilisation, mais c'est une négociation. Et c'est une négociation à la fois bipersonnelle. Négociation interpersonnelle, il y a deux types. Négociation bipersonnelle, c'est-à-dire entre acteurs. Nous avons fait notre chose, donc nous devons trouver des approches de solutions. Ça fait un. Et une négociation collective. La négociation collective doit passer par l'écoute de la population et terminer par la négociation proprement dite et non l'arbitrage, parce que la loi arbitre. Or, quand on arrive à l'arbitrage, généralement, il y a quelqu'un qui est frustré, quelqu'un qui se sent la chose. Vous avez posé une question tout à l'heure. C'est la stigmatisation. La stigmatisation justifie le positionnement de la femme africaine. Simone Kaya l'a bien souligné, qui se voit toujours en bas. Alors que vous êtes en haut, qu'est-ce qui se passe dans la société ou dans une famille sans la femme? Vous êtes en amont et en aval de tout. Il suffit seulement de vous repositionner autrement en posant 3 actes. Le premier acte qui passe par les parents et par nous-mêmes, c'est l'acte de la bonne éducation. Être éduqué, s'éduquer et éduquer. Quand le pan là fonctionne bien, l'individu, étiqueté ou pas, se positionne et dit « c'est mon jeu, je fais avec ». La deuxième chose, c'est la détermination. Quand je suis déterminé, même si c'est quelqu'un qui vole tous les jours, qui m'a enceinté, je préfère garder, je fonctionne avec. Troisième chose pour finir, c'est faire une bonne intégration sociale. Qui dans ce pays n'a pas reçu du sale ou du propre? Lorsque j'ai beaucoup d'argent, on dit je suis gaïman ou bien j'ai volé l'État, j'ai fait ceci, et ainsi de suite. Ça veut dire que lorsque je fais d'enfant, et on dit c'est un pauvre ou un voleur, si j'ai la détermination, je fais une bonne intégration sociale, je subis, j'assume. C'est le fait de ne pas assumer les étiquettes sociales, on appelle. Les étiquettes sociales qui amènent les femmes à dire « je ne suis pas très bien positionnée ». Comment lutter? Essayez d'avaler l'indigeste et essayez de digérer vous-même et vous allez voir d'ici à là, tout ce qui est pro et sale, on vous jette là, vous êtes obligé de fonctionner avec et vous serez applaudi. Et comment lutter concrètement contre cette stigmatisation? La stigmatisation, ce n'est pas une lutte, c'est une affaire de résilience ou d'adaptation. Router l'a bien soigné. Il faut savoir faire une adaptation avec. Je rentre ici, tout le monde dit « Carole est trop grosse », ça ne me dit absolument rien, je fonctionne avec. Le maigre, quand on va à la banque, peut-être il sera délaissé ou bien il sera classé, ainsi de suite. Soyez fiers de votre présent. Soyez fiers du fait que quand vous disent, vous faites telle chose, vous ne faites pas telle chose, ainsi de suite, essayez de faire une bonne adaptation, une résilience et fonctionner avec. Madame Daraté, comment lutter contre cette stigmatisation? Pour lutter contre cette stigmatisation, encore que... Ou vous êtes d'accord que c'est une adaptation qu'il faille faire? Tout dépend de la femme. Tout dépend de la femme. C'est à elle de prendre sur elle les conséquences de ses choix, qu'ils soient bons ou mauvais, et de les accepter. Dans le même temps, lorsque la femme décide d'aller avorter, c'est à elle de prendre encore sur elle la charge de cette pratique-là. Généralement, ce n'est pas connu, on n'en parle pas autour de nous. Elle est peut-être toute seule ou avec une amie à savoir qu'une telle chose s'est passée. Donc ça se passe en elle. Ça se passe en elle. Elle peut constater à un moment donné qu'elle a des réactions par rapport à cela parce que la grossesse entraîne au sein de la femme des bouleversements, des chamboulements du point de vue hormonal qui font que, qu'elle le veuille ou pas, elle est touchée par cette situation. Et c'est triste de voir que les gens pensent qu'on recourt à l'avortement parce qu'on le veut, parce que ça fait du bien. Ça ne fait, à mon avis, aucun bien. Ça ne peut pas faire du bien, surtout à la femme enceinte, du point de vue de son mental. Parce qu'elle est prise entre des émotions, différentes émotions au cours de la grossesse, surtout au début de la grossesse. Et que cela s'arrête tout d'un coup, c'est un problème pour sa santé mentale et beaucoup n'arrivent pas à s'en sortir.
nous allons voir autrement les choses. C'est la part des choses. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amis de Faisons la part des choses, bonjour et bienvenue. L'interruption volontaire de la grossesse reste un sujet sociétal qui, selon l'éthique et la morale, ne devrait jamais être légalisé au Bénin. Pourtant, cette loi votée le 20 octobre dernier à l'Assemblée nationale vient sauver la vie à des centaines de femmes et de jeunes filles qui s'adonnent à cette pratique de façon clandestine par an. Ainsi, une étudiante peut aujourd'hui décider sans aucune crainte d'avorter. Il lui suffit seulement de prouver que cette grossesse qu'elle porte constituerait un frein à la poursuite de ses études. Idem pour une employée qui sent son poste menacé. Prônée non seulement par les religions endogènes béninoises, mais aussi celles dites importées, l'éthique et la morale interdisent formellement à la femme d'aller contre l'ordre divin en décidant du sort d'un enfant qu'elle porte en son sein en interrompant sa grossesse. Une promotion du droit à la vie qui se justifie aussi par les nombreuses conséquences qu'engendrerait l'avortement tant sur les plans santé que spirituels. Ainsi, une femme qui avorte, même en toute sécurité, peut ne plus arriver à concevoir dans le futur, surtout dans les cas où ce sont les jumeaux, selon certaines croyances sociales. En laissant à la foi et aux religions les conséquences spirituelles, les séquelles psychologiques, physiologiques et morphologiques sont des tribunaux qui jugent au prix fort. L'avortement, ou si vous voulez encore, l'interruption volontaire de grossesse ne saurait donc être la réponse adéquate pour sortir du dilemme éthique et moral ou de la précarité. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. À très bientôt pour d'autres numéros de Faisons la part des choses. Voilà, tout est permis, mais tout n'est pas utile, c'est mon avis. Je commencerai par vous, Madame Daraté, très rapidement. Qu'est-ce que cette nuance vous inspire? Cette nuance m'inspire que on peut recourir à l'avortement. On peut faire des erreurs, on peut se tromper, tomber, recourir à l'avortement, mais il faut le faire en toute conscience, en toute responsabilité, en prenant en compte tous les aspects de la chose, du point de vue médical, du point de vue psychologique. Morphologique. Voilà, se replacer vraiment, réfléchir à la situation et comprendre ce que ça implique pour sa vie, puisqu'on ne revient pas en arrière une fois que cela est fait. Ça se fait et puis on se retrouve sans la grossesse un coup, d'un seul coup. Donc, docteur, qu'est-ce que cette nuance vous inspire? C'est mon avis. L'inspiration qui vient de, entre griffes, c'est mon avis, me positionne par rapport à Durkheim qui parle de l'individu et du collectif. C'est si très bien dit à telle enseigne que l'individu qui avorte, c'est-à-dire la femme en position d'avortement, puisse comprendre tout ce que lui-même il vit de la tête jusqu'aux pieds, sans qu'on ne lui dise rien, même si ça se passe dans un huis clos fermé. Deuxième chose, c'est les étiquettes sociales. Qu'est-ce que les autres vont dire? C'est le collectif. Parce qu'on le veuille ou pas, quand vous tombez enceinte, ce qui est sûr, quelqu'un constate dans la société. Même si c'est grossesse d'un mois, généralement c'est constaté. Ou bien après, votre forme commence par changer à telle enseigne que les gens disent telle que cette femme-là se présente, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qu'il faut faire, c'est éviter au maximum l'interruption volontaire de grossesse. Chercher d'autres voies de négociation, d'autres voies d'intégration sociale à même de ne pas... Que ce cas d'interruption volontaire de grossesse soit vraiment un cas extrême où l'impossible est là. Qu'est-ce que vous avez à dire rapidement au plan spirituel, les conséquences de l'avortement au plan spirituel? Je suis très content de la réaction de la société en général par rapport à cette loi. Toutefois,
tout dirigeant doit savoir avoir de garde-fous, de palliatifs pour éviter les dérapages. Le dirigeant est dans sa position, j'apprécie ça. La société aussi est là pour fourmiller et dire ça ne va pas, ça veut dire quoi? À notre niveau, nous allons négocier. Par conséquent, il ne faut pas avorter, il faut négocier, il ne faut pas aller à l'extrême jusqu'à dire je vais avorter. Il faut pouvoir centrer le débat pour que, effectivement... Madame Daraté, ces lois visent en général l'épanouissement de la femme. Mais est-ce que concrètement la femme est épanouie lorsqu'elle a fini par atteindre ses objectifs? C'est-à-dire pour l'employé, elle maintient son poste. Pour l'étudiante, elle poursuit normalement ses études. Elle a un boulot, elle a tout le confort nécessaire, un mari, une maison, de belles voitures. Et pour finir, dans notre société, n'a pas cet enfant qu'elle avait auparavant avorté. Est-ce qu'elle sera réellement épanouie? Il faut dire que le bonheur est une quête perpétuelle dans la vie. Il n'y a rien qui suffit largement pour que la femme ou l'homme soit entièrement satisfait de sa vie. Je pense, de mon point de vue, que ça n'existe pas. Le bonheur total, l'épanouissement total. Et par rapport à la femme qui réussit, en tout cas qui a l'impression de réussir, qui donne l'impression de réussir sa vie et qui n'arrive pas au moment où elle le souhaite à avoir un enfant, je pense qu'il faut éviter tout de suite de faire le lien avec l'avortement. Lorsque cela se fait dans les conditions qu'il faut, les risques sont réduits. Il faut vraiment mettre l'accent sur ce point-là. Les risques sont réduits. Là, c'est l'avortement non sécurisé qui conduit à des complications que la femme, d'ailleurs, ignore jusqu'au moment où elle est prête à faire ses enfants. Docteur, je n'ose même pas avoir votre réaction sur cette question-là. Chers amis téléspectateurs, nous allons écouter la coach Gladys Adam Soulé sur les conséquences de l'avortement et comment se relever. L'interruption volontaire de grossesse peut avoir de graves conséquences sur l'épanouissement de la femme. Même si c'est un acte volontaire, c'est parce que les conditions n'étaient pas les meilleures que cette personne a dû recourir à un tel acte. Déjà, sur le plan psychologique, on peut se reprocher d'avoir commis un tel acte. On peut se reprocher d'avoir mis fin à une vie. On peut se sentir mal parce que votre corps a commencé à ressentir les premiers effets de la présence d'une vie à l'intérieur d'elle et on peut regretter d'avoir commis un tel acte. Ça peut agir sur votre humeur, ça peut même agir sur votre santé. Certaines personnes font même de la dépression parce qu'elles ont subi un avortement. Il est important de se faire accompagner lorsque vous sentez que cet acte a commencé à avoir des effets négatifs sur votre humeur, sur votre état psychologique, sur votre manière d'être avec les autres. Parce qu'il est vrai, votre corps comme votre mental a déjà accepté qu'il y a une vie à l'intérieur de vous et y mettre fin peut avoir de graves conséquences sur votre psychologie. La deuxième chose, c'est que cette interruption volontaire de grossesse peut être pratiquée dans de mauvaises conditions. Et dans ce cas, elle peut avoir également des effets sur votre corps. Vous savez, vous comme moi, qu'il y a des personnes qui, parce qu'elles ont fait un avortement, ont perdu leur utérus et ne sont plus capables d'enfanter. Et ça peut être très culpabilisant de se dire que à cause de nous-mêmes, nous avons mis fin à notre chance, à notre envie d'être mère. Surtout quand plus tard on se marie et qu'on a envie d'accueillir d'autres enfants et que ça ne vient pas. On peut culpabiliser, on peut se dire que c'est à cause de cet acte. Il est important, comme j'ai dit, de se pardonner, de recourir à une personne capable de vous accompagner. Parce que ça peut détruire votre état psychologique, ça peut vous détruire physiquement et ça peut aussi détruire votre couple. Parce que vous êtes avec une personne et vous culpabilisez parce que vous pensez que
que c'est parce que vous avez commis l'avortement une fois qu'aujourd'hui vous n'êtes plus capable d'enfanter. Il est important d'en parler et de dépasser ça parce que ça peut vous détruire. Enfin, la dernière chose qui est aussi très importante lorsque vous avez commis un tel acte, c'est de penser réellement à vous protéger désormais, à protéger votre corps, à protéger votre esprit, parce que ça reste dans l'esprit, à protéger votre esprit. Si vous êtes par exemple chrétien, vous pouvez aller vous confesser, vous pouvez aller demander une aide auprès d'un prêtre ou auprès d'un accompagnateur spirituel qui peut vous aider à faire cette démarche spirituelle qui peut être très importante pour vous selon votre sensibilité, selon votre religion. Je voudrais vous dire que l'acte en soi n'est pas la fin du monde. Vous pouvez la dépasser. Vous pouvez redevenir une femme épanouie après avoir commis un tel acte. L'essentiel, c'est de vous pardonner, c'est d'avancer, d'aller de l'avant et de savoir que cet acte ne vous définit pas. Vous continuez d'être une personne à part entière. Voilà qui est dit. Chers invités, en guise de mot de fin, très rapidement, votre réaction. Madame Darati. Merci beaucoup pour l'invitation, madame. Je remercie le docteur Moïdé pour ses interventions. En guise de mot de fin, moi, c'est un appel que je lance à l'État afin que les décrets d'application de la nouvelle loi soient votés, en tout cas, soient pris en Conseil des ministres le plus tôt possible et que les ambiguïtés ou les points d'ombre soient levés afin qu'on y voit clair. Surtout, je demande qu'il y ait un accompagnement des femmes qui ont recours à l'interruption volontaire de grossesse parce que cela est important et ça peut sauver des vies. Et voilà ce que disait justement la coach Gladys. Docteur, votre mot de fin, votre réaction. Merci Carole, je remercie aussi Linda. Le jeu en vaut la chandelle. Je suis très content de l'émission. Mais ce que je voudrais demander aux femmes surtout, parce que tout tourne autour de vous, deux choses. La responsabilisation, il faut être responsable de vos actes. La deuxième chose, accepter d'être mère, avoir l'envie d'être mère. Quand vous voulez poser des actes, il faut savoir que ce n'est pas à renoncer. Il faut accepter effectivement d'être mère. On peut être mère à présent et juste après ça, et chercher quand même à être épanoui, à avoir l'argent, à avoir diplôme, à avoir tout. Donc, il ne faut pas toujours renoncer à ce rôle de mère à tout moment. Je vous remercie. Merci à vous, chers invités, pour toutes ces précisions. Merci, chers amis auditeurs de la 102.3 et chers téléspectateurs d'Eden TV. Voilà qui met un terme à ce numéro de Tribune des femmes. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.